Je vais passer la parole à Wafa Skali, qui est le directeur du laboratoire de biomécanique de l'ENSAM, avec laquelle j'ai eu la chance et l'honneur de travailler depuis plus de 20 ans, et qui va vous parler de quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que la modélisation du radius, à quoi ça peut bien servir, la modélisation dans les ordinateurs, dans les mesures, à quoi ça sert? Eh bien, vous allez voir que ça sert beaucoup, et en particulier pour essayer d'obtenir ce meilleur équilibre qu'on peut avoir chez certains individus. Mais pas que pour ça. Wafa, vous avez installé votre engin. Parfait, oui. Parce qu'il lui faut un engin particulier pour présenter son affaire. Non, c'est juste comme il y a quelques animations. C'est plus simple si j'utilise mon ordinateur. Mesdames, Messieurs les académiciens, je suis heureuse et honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de la modélisation, l'intérêt pour le clinicien de la modélisation biomécanique. Alors, de la colonne vertébrale. Voilà. Oui. Alors, au laboratoire de biomécanique, qui est devenu depuis peu l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak, nous avons une longue tradition de recherche en lien très très étroit entre cliniciens et ingénieurs. Moi-même, je suis ingénieur arts et métiers, et cet institut est localisé à l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Et j'ai eu l'immense chance de faire ma thèse en étant dirigée à la fois par François Lavas, qui est un pionnier de la biomécanique en France, et par Raymond Roy-Camille, que vous connaissez tous. Et le début de la biomécanique à l'ENSAM s'est fait du fait de la proximité entre la Pitié-Salpêtrière et l'école des arts et métiers. Et à l'époque, j'ai travaillé sur des modèles de la colonne vertébrale. Alors, vous voyez que ça ressemble à pas grand-chose. Et je me rappelle, en 82, j'avais été conviée à présenter à un staff à la Pitié-Salpêtrière. Et puis, quelqu'un m'avait dit, c'est pas mal, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, ça pourra servir à la clinique, tout ça? Et donc, 30 ans après, ou un petit peu plus, j'essaye de vous montrer, alors bien sûr, entre-temps, on n'a pas chômé, on a travaillé, en quoi la modélisation peut être utile pour la clinique. J'ai eu l'immense chance également d'avoir des mentors exceptionnels, Yves Cottrell et tout particulièrement Jean Dubousset, mon père spirituel. Il a dit qu'il avait beaucoup d'enfants, donc j'en fais partie, et j'ai eu le plaisir et l'honneur de collaborer dans des collaborations étroites avec des cliniciens, en particulier Jean-Paul Steb et Jean-Marc Vital. Alors aujourd'hui, l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak est sur une surface de 2000 m², et c'est un lieu de convergence entre cliniciens et ingénieurs, avec un système EOS, vous connaissez peut-être certains d'entre vous, je dirais deux mots, des moyens d'analyse avec des essais in vitro, des modélisations, des simulations numériques, une petite salle de chirurgie expérimentale, une plateforme d'analyse de mouvement, de l'élastographie ultrasonore, j'en dirai deux mots, et bien entendu des lieux pour des activités pédagogiques. Alors, la modélisation, quel intérêt pour le clinicien? Alors, je crois qu'on a vu dans les présentations précédentes que parfois, la complication mécanique casse beaucoup les pieds pour le patient et puis pour le clinicien. Si on regarde dans PubMed le mot spine plus adjacent disc disease, dégradation du segment adjacent, 30% à 10 ans post-opératoire, ou la lyse osseuse autour des vis, ou la syphose jonctionnelle dont le professeur Mousselard a parlé, eh bien, il y a eu plus de 1000 publications dans PubMed sur ces sujets, dont près de la moitié depuis 2010. Donc, ce sont des sujets de pleine actualité. Et la question, c'est pourquoi est-ce que ce geste que j'ai fait et qui a bien marché chez beaucoup de patients, chez celui-là, il n'a pas fonctionné. Ça peut être une question d'implant. Aujourd'hui, on a une pléthore vous avez, puisque moi je suis ingénieur, je ne suis pas chirurgien, une pléthore d'implants. La question, quel est
l'implant adapté pour ce patient. Il y a la question de définir la stratégie, le geste, de combien est-ce que je dois l'ordoser, ce patient. Et puis, il y a les spécificités du patient lui-même, en particulier les troubles posturaux, sa morphologie, la morphologie de son bassin, etc. Et tout ça est très complexe parce que c'est très, très multifactoriel. Alors, la modélisation, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation. Là, j'ai repris une définition du dictionnaire, le Robert, je crois, à l'époque, mathématique schématisée d'un phénomène. Alors, on trouve de la modélisation dans différents domaines, qui est réalisée pour mieux étudier ce phénomène. Alors, pour le rachis, je parlerai de modélisation géométrique. Comment est-ce qu'on peut analyser la forme, en particulier pour analyser les troubles posturaux, par exemple. La modélisation mécanique, qu'est-ce que c'est qu'un modèle mécanique? C'est une espèce de maquette virtuelle dans laquelle on va essayer de représenter de manière schématisée mais réaliste quand même la forme des objets, mais également on va intégrer les propriétés mécaniques des matériaux en allant assez finement jusqu'aux fibres du disque intervertébral, aux ligaments, etc., de manière à pouvoir virtuellement appliquer des efforts et avoir la réponse du système, en particulier sous forme de contraintes mécaniques dans les disques intervertébraux, d'efforts interfacétaires, etc. Alors bien entendu, ces modèles doivent être validés, mais je ne parlerai pas de ces volets-là. Puis il y a d'autres modèles aussi. Modéliser la commande musculaire, qui va être très importante aussi dans l'analyse du comportement de cette colonne vertébrale. Alors, les modèles aujourd'hui constituent des supports de réflexion. Si je donne l'exemple de ce segment cervical instrumenté par une prothèse de disque intervertébral, et on pourrait se poser la question, quel est l'effet de changer l'orientation de ce rayon de courbure? Avec des modèles, on peut avoir des clones, on a exactement le même segment, et toute chose par ailleurs, si vous regardez ce qui se passe au niveau des facettes articulaires dans cette configuration-là et dans cette configuration-là, eh bien, vous voyez que ça n'est pas la même chose. Donc, le modèle peut nous aider à comprendre ces systèmes mécaniques complexes. Les modèles peuvent être très utiles aussi. Nous avons parlé de lésions traumatiques du rachis cervical. Nous avons construit des modèles en lien avec les constructeurs automobiles pour comprendre les mécanismes lésionnels et essayer de réfléchir aux moyens de protection de cette colonne vertébrale. Et puis, on peut essayer également, à l'aide de ces modèles, de comprendre, quand on parle du syndrome du disque adjacent, de la dégradation iatrogène ou naturelle, on ne sait pas trop, de ces disques adjacents aux instrumentations, bien, en lien avec le trouble postural. On sait que ça a à voir, mais avec les modèles, on peut par exemple appliquer un effort centré et regarder avec la simulation d'une instrumentation ce qui se passe dans ce disque-là. Et en faisant une caricature, on va simuler un trouble postural dans lequel l'effort est décentré. Et vous voyez que nous n'avons pas du tout la même situation. Et on peut analyser cela en termes de contraintes mécaniques dans le disque adjacent et mieux comprendre que si on ne restaure pas un équilibre postural acceptable, économique, eh bien, on peut mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on a des risques d'avoir des dégradations de ce segment adjacent. Alors, ça, ce sont des modèles dans lesquels on peut prendre une colonne générique, je dirais une forme moyenne d'une colonne vertébrale. Quand on veut aider à la prise de décision pour un patient donné, eh bien on est embêté parce qu'on a une extrême variabilité. Regardez chez 6 sujets différents, des vertèbres C2 et C3, ce sont approximativement les mêmes objets, mais on voit bien qu'ils sont très différents les uns des autres. Quand on regarde la posture de ces sujets asymptomatiques, en position debout, eh bien, ils n'ont pas du tout la même courbure rachidienne. Et bien sûr que ça a un effet mécanique. Et puis, même chose pour les muscles et les tissus mous. Donc, et en plus, la pathologie peut être intrinsèque au segment que l'on considère, ou elle peut résulter de mécanismes de compensation pour des anomalies qui apparaissent ailleurs. Et donc, la personnalisation est essentielle si on veut aller vers l'étude, vers la médecine individualisée, vers l'utilisation de ces modèles pour aider à la prise de décision. Alors, je vais essayer de dire quelques mots de ce que peut apporter la modélisation géométrique, l'étude
morphologique du patient, la modélisation mécanique, quand on prend, personnalisée, hein, quand on prend en compte les propriétés mécaniques du patient, et puis parler un peu de la modélisation des actionneurs musculaires. Alors, on a commencé sur ces questions de personnalisation de modèles géométriques dans les années 88-90, quand Jean Dubousset, qui sait derrière un tas de gravats voir les belles cathédrales qui vont s'élever, et puis qui nous avait dit « Ah, la modélisation, c'est super, mais voyez, modélisez-moi la colonne scoliotique, parce que vous savez, quand on met une instrumentation, ça ne se passe pas toujours comme prévu, et puis il y a de la biomécanique derrière. Il faut élaborer une stratégie chirurgicale. » Et on s'est dit, bon, ben, la forme est quand même très complexe. Si vous voulez qu'on personnalise, il faut qu'on ait des coupes scanners du patient. Alors, 50 cm de colonne, ça fait 500 coupes scanners. Et il nous a dit, mais ça ne va pas à la tête, ça irradie beaucoup trop. Je vous donne une radio face profil, et puis il faut se débrouiller avec ça. Alors, et puis en plus, le 3D, vous savez que c'est essentiel, parce que regardez ici une colonne scoliotique avec l'angle de Cobb qui est un critère très important pour identifier la gravité de la scoliose. Mais cet angle de Cobb, il est analysé sur une radio de face, donc avec une projection radiologique. Et aujourd'hui, on peut faire beaucoup avec le virtuel. On s'est amusé à faire tourner cette colonne et à calculer les radiographies virtuelles. Et on voit l'angle de Cobb réel, qui lui va rester le même, et puis sur la radio, on va voir l'angle de Cobb apparent. Et on voit que alors l'angle de Cobb réel ne change pas, mais l'angle de Cobb projeté sur la radio, lui, peut changer de manière très importante. Et donc, faire une analyse fine de colonnes scoliotiques sur des projections radiographiques, c'est difficile. Et donc, il a fallu qu'on réfléchissent aux méthodes de reconstruction tridimensionnelle. Puis il y a eu des magnifiques convergences pluridisciplinaires, en particulier avec toute l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul, Jean Dubousset bien sûr, mais également Gabriel Khalifa, toute l'équipe du service de radiologie, l'équipe d'imagerie de Montréal, Georges Charpak avec les capteurs à très basse dose d'irradiation, et c'est tout cela qui a permis d'aboutir tous ensemble au système EOS de radiographie biplane à très basse dose d'irradiation, qui permet, à partir d'une simple paire de radiographies face profil, prise à très basse dose d'irradiation et de la tête aux pieds, eh bien, nous avons pu, avec nos collègues de Montréal, alors on peut déjà explorer la colonne de la tête aux pieds. Et nous avons développé les méthodes qui permettent, à partir de cette paire de radiographies, de reconstruire en 3D le squelette. Alors, ce sont des modèles géométriques. C'est une schématisation, mais une schématisation qui est relativement fine de la réalité. Alors, à quoi servent ces modèles géométriques? Ben déjà, à regarder sur cette colonne sous toutes les coutures et à mesurer, mettre des chiffres derrière la caractérisation de cette colonne-là. On peut observer par le dessus, donc on peut avoir un regard complètement nouveau. Dans les mécanismes de compensation, on peut examiner les différents sujets par rapport à la ligne de gravité, par exemple si on rajoute une plateforme de force. Et ça peut nous aider à réfléchir les phénomènes de compensation lorsqu'on a un déséquilibre postural, lorsque le sujet bascule vers l'avant. Eh bien, vous voyez bien ici qu'il va rétroverser son bassin pour essayer de maintenir la tête au-dessus du bassin, et puis éventuellement, il va avoir un flexum pour arriver à maintenir cet équilibre postural. Le fait d'observer et de mesurer peut aider. C'est de la modélisation géométrique. Le professeur Di Meglio nous a parlé de cage thoracique. Aujourd'hui, à partir de cette simple paire de radiographies, en un quart d'heure de manipulation, tout n'est pas complètement automatique, mais on peut avoir la colonne et également la cage thoracique et avoir le calcul automatique du volume, alors pas pulmonaire, mais du volume englobé par la cage, l'indice de pénétration rachidienne, etc. Et on est à la veille de pouvoir
examiner, faire des études longitudinales, analyser la croissance, etc. Et on a déjà commencé à voir au niveau de l'effet des corsets pour les scolioses idiopathiques de l'adolescent, par exemple, dans lesquels on sait que dans 30% des cas, on fait porter le corset à l'enfant jusqu'à la fin de la croissance, mais dans 30% des cas, le corset n'est pas efficace. Et quand on peut mesurer, quantifier, observer, eh bien, on peut mieux comprendre. Par exemple, si les corsets agissent sur l'angle de Cobb, donc dans une vision 2D, eh bien, dans un certain nombre de cas, ils ne corrigent pas ce que Jean Dubousset appelle le plan horizontal, les rotations qui sont essentielles. Et donc, on est à la veille de programmes de recherche où on essaye de mieux quantifier cet effet des corsets pour mieux comprendre ce qui se passe et pour réfléchir au corset du futur. Alors, un des éléments les plus importants qu'on a pu obtenir grâce à ces modèles géométriques, c'est lorsqu'il y a, et on en a parlé en début de séance, lorsqu'il y a une scoliose très modérée. Voici 2 enfants qui ont un angle de Cobb de 10 degrés, donc très très modéré. On va les surveiller. À quel moment est-ce qu'on va prendre la décision de mettre cet enfant sous corset? Eh bien, ça dépend de la sévérité de la scoliose. Eh bien, ici, vous voyez cet enfant-là. Quand on regarde le Cobb, c'est à peu près le même, mais quand on regarde la rotation vertébrale à l'apex, eh bien, chez ce patient-là, elle est plus élevée que celui-là. Quand on regarde l'indice de torsion, donc c'est un indice qui est automatiquement calculé dès lors que l'on reconstruit, mais vous le voyez bien ici, quand on le cherche, on le trouve. Ici, vous voyez ces épineuses très alignées et ici, une déformation très structurée de la colonne. Et bien là, ça signe la sévérité de scoliose, et on n'en est encore qu'à 58 patients qui ont été suivis du premier examen jusqu'à la fin de la croissance, mais l'indice qu'on sort à partir de là a pour l'instant 90% de cohérence. Alors ça, c'était la géométrie, c'était la forme. On peut aller plus loin avec les modèles mécaniques personnalisés, parce que à partir des hausses, eh bien, on peut construire ces modèles mécaniques, sauf qu'ils prennent en compte la morphologie spécifique aux patients, et donc on peut envisager de commencer à planifier des chirurgies à partir de ces modèles spécifiques patients. Alors, il faut introduire la géométrie, mais il faut aussi introduire les propriétés mécaniques personnalisées. On peut utiliser différentes méthodes, je ne rentrerai pas dans les détails, j'évoquerai simplement une autre innovation française, l'élastographie ultrasonore, introduite par l'équipe de Mathias Fink et le SPCI, c'est l'entreprise Supersonic Imaging, et on a vu qu'on pouvait caractériser les propriétés mécaniques du disque intervertébral. Or, le travail est encore en cours, mais les résultats sont extrêmement prometteurs, en particulier au niveau du rachis cervical, où l'examen prend 10 minutes et de manière totalement non invasive, on peut enrichir les modèles de cette information. Alors, à partir de là, on peut aussi simuler la chirurgie. Ça peut être l'instrumentation de type Cottrell-Dubousset, ou bien ici, Jean-Paul Steb connaît parfaitement cette image, puisque c'est lui qui me l'a donnée, de cintrage in situ. Et grâce aux maquettes virtuelles, on peut simuler le geste et essayer de comprendre le mécanisme de correction avec l'une ou l'autre de ces instrumentations. Et là aussi, il faut valider, il faut évaluer les modèles. Pour l'instant, nous en sommes à une trentaine de patients et vous voyez ces scolioses. Chaque patient est unique et on ne peut pas avoir un raisonnement qui soit strictement le même pour tous. Et donc, progressivement, je pense que ces choses-là ouvriront la voie vers des outils de planification et de réflexion vers des stratégies alternatives. Ce patient qui a été traité par une chirurgie entre T5 et T12 Alain, il y avait une pince. On a validé le modèle et vu que les résultats post-opératoires par simulation étaient très proches des résultats réels. Et là, on peut réfléchir en se disant que se serait-il passé si on était descendu d'un niveau? Eh bien, grâce à ces maquettes virtuelles, on peut simuler et voir que l'intuition
mais le chirurgien s'appelait Jean Duvoucet, donc son pifomètre est pas mal réglé du tout, et on peut voir que ça aurait été moins intéressant. Regardez les rotations vertébrales, regardez le petit déséquilibre qu'on a, et donc ces simulations nous permettront dans l'avenir, parce que là on est encore dans la recherche, mais nous permettront de réfléchir à la planification de la chirurgie pour un patient donné en comparant différentes stratégies. Alors, on a parlé d'ostéoporose et on a parlé de l'impératif de réfléchir à ces patients pour réfléchir aux questions de traitement préventif. Et alors, bien entendu, on ne peut pas traiter en préventif toute la population. Donc la question aussi, c'est quels sont les sujets à risque de fracture? On est de nouveau devant un problème mécanique dans lequel un élément qui est très important, c'est la résistance de la vertèbre, et donc nous commençons à partir soit d'imagerie scanner, soit actuellement d'EOS en double énergie, à construire des maquettes virtuelles de ces vertèbres sur lesquelles on peut exercer des efforts et voir quel est l'effort maximal acceptable. Et donc, ça permettra, je pense, dans l'avenir, de cibler quels sont les patients qui ont réellement besoin d'un traitement préventif. Et le fait de construire ces maquettes à partir d'EOS, permet de prendre en compte également le trouble postural qui va mettre cette vertèbre en configuration et en situation très très défavorable, et tout ça ouvrira la voie vers des outils d'aide à la décision. Enfin, pour finir avec un dernier exemple, nous avons été sélectionnés très récemment avec la société Proteor dans le cadre d'un projet du concours mondial pour l'innovation sur la médecine individualisée pour réfléchir ensemble au corset du futur. Aujourd'hui, on va mettre le patient sous corset avec le feeling de ce qu'il faut bien mettre pour corriger la déviation, déroter éventuellement la colonne. Et bien demain, nous espérons que ces maquettes virtuelles nous permettront d'avoir des corsets qui reproduisent des actions qu'on a préalablement validées grâce à la simulation numérique. Donc, je vais peut-être passer très rapidement sur la modélisation des actionnaires musculaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ignorer cette clé fondamentale? Parce que la colonne vertébrale a quelque chose de très particulier, c'est qu'elle supporte très bien les charges en compression. Une colonne cervicale, par exemple, peut supporter jusqu'à 40 kg. Par contre, dès que cette charge est déviée, eh bien, les charges admissibles sont extrêmement faibles. Or, une tête pèse relativement lourd, 4 à 5 kg, Jean-Marc Vital nous l'a montré, et elle est sur une colonne très très frêle, et donc les bras de levier peuvent rapidement être totalement intolérables, et sauf si tout cela est au banné. Et donc les muscles, ils sont absolument essentiels. Alors, ils sont un peu complexes. Si on n'avait que 2 muscles, pour nous autres modélisateurs, ce serait beaucoup plus simple. On en a beaucoup et il faut analyser les modélisations musculaires. Alors de nouveau, je ne rentre pas dans les détails, mais là, on est dans des problèmes d'automatique, de système asservi. On se dit que les muscles agissent pour protéger la colonne et la moelle épinière. Donc on utilise plutôt les outils de l'automaticien. Dès qu'on a des charges mécaniques qui approchent les seuils admissibles, on va actionner les muscles en fonction de leur capacité à réguler telle ou telle composante de l'effort rachidien. C'est ce qui va nous donner les patterns musculaires que l'on va avoir. Ça demande de combiner plusieurs techniques, en particulier EOS et IRM, pour aller vers des modèles personnalisés. Et là, on en est vraiment encore au stade de la recherche, mais je crois que tout ça sera indispensable pour progresser dans la compréhension de ces pathologies rachidiennes. Donc finalement, la modélisation, quel intérêt pour le chirurgien du rachis? Je crois que c'est aujourd'hui un outil puissant d'aide à la réflexion. Réfléchir ce système mécanique en ayant des outils qui nous donnent la réponse de ces systèmes complexes. La modélisation géométrique, en particulier avec EOS, nous permet une observation quantitative tridimensionnelle qui apporte une aide au diagnostic et au suivi. Ces modèles mécaniques, lorsqu'ils seront vraiment personnalisés, mais on a vraiment les premiers résultats
actuellement qui commencent à arriver, seront une aide précieuse, je pense, pour la planification de la chirurgie en prenant en compte les spécificités d'un patient donné. Enfin, les modèles prenant en compte les muscles, c'est toujours work in progress parce que c'est complexe, mais je crois qu'on peut difficilement regarder la colonne vertébrale sans regarder ce système musculaire. Alors bien sûr, je tiens à remercier tous ceux qui participent à ces recherches. Il faudrait une 50aine d'auteurs dans la publication et je vous remercie de votre attention. Alors, vous avez compris que je n'ai pas grand-chose à ajouter après tout ce que Wafa vous a dit, bien sûr. Et si ce n'est que vous avez tous compris aussi que de nos jours, on ne peut plus se passer d'une collaboration étroite avec les ingénieurs. Et ça a été à peu près toute ma vie, je peux dire, professionnelle, où j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ces gens-là qui sont tout à fait exceptionnel, à condition qu'on arrive à parler le même langage. Et il m'a fallu plusieurs années, peut-être années, pour savoir que la rotation pour un ingénieur, c'est pas tout à fait la même que la rotation pour un orthopédiste. Voilà. Mais bref, elle vous a montré que c'est indispensable de pouvoir travailler avec ces systèmes de modélisation qui deviennent de plus en plus proches de la réalité. Alors, je vous laisse la parole, car c'est vous qui devez poser des questions, bien sûr. Wafa, tu nous as merveilleusement décrit les possibilités d'EOS et c'est vraiment extraordinaire. Mais je rappelle que malgré que cette invention soit une invention française, la France est encore extrêmement en retard dans la diffusion de ce matériau. Et je trouve absolument inadmissible qu'à l'heure actuelle, on irradie encore les enfants pour les bilans de scoliose. Je rappelle que l'EOS, dans l'état actuel, permet une économie d'irradiation d'un facteur 7 et que dans le logiciel qui va sortir le mois prochain, le facteur 7 supplémentaire, c'est un facteur 50. Bref, on fera tout ce que tu nous as dit sans irradier les enfants. Et je pense que ça pourrait être un des rôles de l'Académie de chirurgie, de pousser à la diffusion de cette merveilleuse invention française, au moins dans notre territoire national. Combien d'EOS en France? 25, je crois. Et je vous rejoins tout à fait, d'autant plus qu'avec cet indice de sévérité qu'on est en train de... Pardon, avec cet indice de sévérité de scoliose qu'on est en train d'affiner, eh bien, non seulement on irradie moins l'enfant, mais on pourra, je pense, bien sûr, il faut valider sur 300 patients, mais on pourra dire à un enfant, écoutez, on va vous surveiller de loin en loin, on est relativement tranquille, mais par contre, ceux qui ont un indice de sévérité important, ne pas attendre le pic pubertaire et l'augmentation de cette déformation pour agir une fois que tout est déjà en place. On peut, pour un certain nombre d'entre eux, agir en amont. Et ça, c'est vraiment avec EOS et la reconstruction 3D qu'on le pourra. Donc, je vous rejoins tout à fait. Oui, c'est vraiment le but qu'on s'était fixé. Et alors, pour vous rassurer un peu, la communication à ce sujet que présentera Wafa Ascali à la prochaine Scoliosis Research Society à Anchorage, au mois de septembre, elle a été retenue et sera présentée en numéro 1 à la SRS. Donc, s'il n'y a plus de questions... Bravo. S'il n'y a plus de questions, il me reste en votre nom à remercier Jean Dubousset de nous avoir organisé une après-midi formidable. On a appris beaucoup de choses et véritablement, c'était des orateurs de grande qualité qu'il faut féliciter. Merci beaucoup.